Bonjour mes amis, vous savez, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une question, c'est un survivaliste comme on dit, ou une personne intéressée par le survivalisme, et elle m'a dit, serais-tu prêt à tuer quelqu'un dans une situation de survie? La question m'a étonné, la question je l'ai trouvée étonnante. Et en fait, pourquoi je réagis à cette question? Parce que ce n'est pas la première fois que je l'entends. Alors, je ne sais pas d'où elle vient, mais il semblerait que dans les milieux dits survivalistes, il y a de plus en plus d'interrogations sur la potentialité, si vous voulez, de tuer quelqu'un pour se défendre dans une situation de survie. Bon. Je vais essayer de répondre à cette question. Mais tout d'abord, j'aimerais vous dire que, en tant que blogueur ou en tant que personne, je suis extrêmement réticent à conseiller qui que ce soit de tuer qui que ce soit, pour commencer. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, cette image cette image qui consiste à voir que le monde s'est écroulé, n'est-ce pas? Donc toute l'humanité est en train de vivre une situation de détresse extrême. Le monde tel que nous le connaissons n'existe plus, dans son organisation, dans ses structures. Et qu'est-ce qui se passe? Tu es assis sur une palette de nourriture, une palette de riz par exemple, parce que tu as eu l'heureuse idée de la préparer quand tout allait bien, si on peut dire que tout va bien maintenant, pardon. Et puis, donc, quelqu'un arrive, n'est-ce pas? Donc toi, tu es avec ta palette de riz, et quelqu'un arrive, et tu sais de loin que c'est une personne hostile. Tu penses qu'il en a ou qu'elle en a après ta nourriture. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sortir ton fusil à un coup, tu vas ajuster, tu vas tirer la personne en mort. Et cette question-là te préoccupe. D'accord, c'est très intéressant. Je pense que, pour être honnête avec toi, j'aimerais bien avoir tes problèmes, sincèrement. Je voulais pas le dire dans la vidéo. Je voulais être, je voulais essayer de prendre cette question au sérieux parce que c'est quand même une question sérieuse. Mais à titre personnel, entre parenthèses, je fais rarement passer des messages personnels dans mes vidéos, mais j'aimerais te dire que j'aimerais bien avoir tes problèmes. Je vais t'expliquer un truc. Je vais répondre à tes questions. Je vais pas la fuir, mais je vais répondre à tes questions parce qu'il y a trop de gens qui se la posent ces derniers temps. Alors, premièrement, tu sais, je vais te dire un truc très, je vais être honnête avec toi. Beaucoup de gens depuis très longtemps sont morts en attendant que le monde s'écroule, même depuis l'Antiquité. Pensaient, il y avait objectivement des raisons valables de croire ou de penser que le monde allait s'écrouler. Et durant leur vie, le monde ne s'est pas écroulé. Mais ils sont morts en disant, peut-être qu'il s'écroulera demain. Je ne vais pas le voir. Nous, pour être parfaitement honnête avec toi, il y a de fortes chances que nous ne voyons pas le monde s'écrouler de notre vivant, même si les choses ont l'air de mal aller. Ce qui va s'écrouler, ce n'est pas le monde, c'est ton monde. Tu as plus de chances que ton monde à toi s'écroule que le monde en général s'écroule. Par exemple, je te donne un exemple tout simple. J'ai une amie, elle habite à New York, et puis un jour, on leur annonce la pluie, on leur annonce un déluge littéralement, enfin un mini déluge, tu comprends la météo de la région. On leur annonce ça littéralement une semaine, 10 jours avant. Puis le jour annoncé, ça arrive, à la minute près. Il y a de l'eau partout, ça commence à monter dans les rues. Des inondations, on dit des inondations. Qu'est-ce qui se passe? Les amis de cette personne qui habitent dans les régions les plus inondables prennent la voiture, prennent les enfants, prennent les clébards et arrivent chez elle parce qu'elle habitait dans une région un peu moins susceptible donc aux inondations. Au milieu de la nuit, les inondations arrivent quand même. Ils se retrouvent donc dans une maison. Ils sont, je ne sais pas, ils sont une dizaine, une douzaine dans cette maison. Et 3 heures du matin, la première nuit de l'inondation, ils sont en train de crier sur Facebook parce que ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus à manger, ils n'ont plus rien du tout, ils n'ont plus de médicaments pour le petit, etc. Voilà comment ça se passe. Ça, c'est la réalité. Voilà. Ça, malheureusement, on pense à un monde qui va s'écrouler
Et finalement, c'est 6 heures après le début de l'inondation, on est en train de crever la dalle. Voilà la réalité. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le vrai. Je suis désolé de te sortir des rêves et des cauchemars. Je suis en train de t'emmener vers la réalité. La réalité, c'est je ne sais pas, c'est quelqu'un de ta famille, je ne te souhaite pas, mais c'est quelqu'un de ta famille, imagine, quelqu'un est en train de te rendre visite, il a, je sais pas, 50, 60 ans, en train de regarder la télé, puis soudainement il canne, soudainement il part offline, d'accord? Son corps est en train de s'arrêter. Voilà. Est-ce que tu sais faire un massage cardiaque? Quelqu'un dans ta cuisine crie, je sais pas, c'est un réparateur qui est venu bricoler, t'arrives dans la cuisine, c'est une boucherie, il y a du sang partout, le gars il s'est éclaté l'artère fémorale. Est-ce que tu sais faire quelque chose? Est-ce que tu sais le sauver? Au lieu de lui gueuler autour et crier et gueuler dans l'oreille des flics que tu vas appeler. Est-ce que tu sais faire ce qu'il faut? Est-ce que tu sais fuir ton building en cas d'incendie? Est-ce que ton enfant, s'il est en train d'étouffer devant toi, parce qu'il est en train de bouffer maladroitement, puis soudainement, tu sens qu'il étouffe, est-ce que tu saurais faire quelque chose pour le sauver? Voilà des situations où ton monde s'écroule. Et c'est des vraies situations où ton monde peut s'écrouler. Si le monde, en général, le monde s'écroule, est-ce que, je ne sais pas, est-ce que tu saurais marcher dans la nature et trouver les plantes qui se mangent? Est-ce que tu saurais interpréter un signal émis par Morse avec un miroir de la colline d'en face? Des choses simples, tu comprends? Avant de réfléchir, est-ce que tu vas être capable de tuer quelqu'un si il veut te prendre ton sac de riz? Je vais te répondre à la question. Je vais te répondre à la question quand même. Je ne pense pas sincèrement que ce genre de question va te grandir, ou ce genre de question va t'aider à avancer dans ta réflexion. Je ne le pense pas sincèrement. Je sais que les gens ont tué les uns les autres, des fois par nécessité, des fois pour d'autres raisons, mais je refuse que cela devienne un principe. D'accord? Je refuse que cela devienne un principe. Dans mon livre, il écrit tu ne tueras point. Ça s'arrête là. Mais je vais te dire quand même quelque chose. En 1972, il y a des gens qui étaient dans un avion qui s'est écrasé dans les Andes. Alors c'est un endroit, si tu veux, c'est une sorte de Pyrénées un peu plus allongée à l'est de Chili. D'accord? Les gars qui allaient de l'Uruguay en Chili pour jouer un match et leur avion s'écrase dans les Andes une nuit de tempête. La moitié des passagers meurent sur le coup et les autres ne meurent pas. Ils attendent les secours ne viennent pas. Les secours ne les trouveront jamais en fait. Parce que c'est immense, parce que l'avion a été entraîné par la météo, par les éléments au-delà de la trajectoire à laquelle on pensaient les secouristes, etc. Enfin, circonstances compliquées, on ne les trouve pas. À ton avis, combien de temps mettent-ils à manger les corps? Okay. Au début, juste pour t'aider à définir un temps, juste pour t'aider, il y avait dans l'avion de la nourriture, parce qu'il y avait de la nourriture classique qu'on trouve dans les avions, les sandwichs, les biscuits, la théière, la cafetière, des bouteilles d'eau. Il y avait dans les bagages des gens qui avaient acheté des aliments divers. Voilà. Combien de temps ont-ils mis pour commencer à manger les premiers cadavres? Tiens, je te rajoute quelque chose pour t'aider dans ta réflexion. Les gars qui étaient dans l'avion, c'était des rugbymen. D'accord? C'était des rugbymen. Donc c'était des gens énormes, c'était des gens qui n'étaient pas en train de souffrir de la famine avant d'arriver là, c'était des personnes très fortes psychologiquement parlant, c'est des gens, des endurcis si tu veux, d'accord? Donc des personnes qui, tu peux imaginer, tu enfermes le gars dans une cage, t'es sûr qu'il va tenir au moins 4-5 semaines sans manger. La question, combien de temps ont-ils mis pour commencer à bouffer les cadavres? Je vais t'apporter la réponse. J'ai lu le livre du gars. Tu serais choqué de savoir. La réponse est, je ne parle pas de cervelle. 3 jours. Au bout de 3 jours, ils ont commencé à manger les corps. D'accord? 3e jour, ils ont décidé d'attaquer les corps qui étaient sur la neige et ils ont commencé à manger les parties musclées
des autres. Plus tard, ils sont passés aux délicatesses. Hein, d'accord? Donc, pour te dire qu'en cas de situation extrême, l'humain, t'inquiète pas, il a les instincts, il est programmé pour tout faire pour vivre. Je te donne un exemple. Une époque, je faisais de la plongée. Je voulais faire de la plongée au niveau professionnel. J'avais fait des cours, etc. Je voulais devenir instructeur. Ah ben, tu sais quoi? Si tu veux aider un plongeur, tu es en plongée sous-marine, donc avec tu as une bouteille, il y a un premier étage dessus qui abaisse la pression de l'air un coup, puis tu as un deuxième étage que tu mets dans la bouche qui abaisse encore la pression. Le deuxième étage, donc cet élément que tu tiens dans la bouche, là, pour respirer, tu en as deux. En général, tu en as deux. Tu as un qui est dans ta bouche et tu en as un qui soit en train de flotter entre deux eaux, soit qui est attaché à ton gilet, ce qui est mieux. Et en fait, pourquoi tu en as deux? Tu en as deux parce que si jamais celui que tu as là commence à déconner, ben, tu peux changer, d'accord, tu peux changer. Et aussi, si un de tes partenaires de plongée a un problème, tu es censé l'aider à respirer, tu es censé lui donner l'autre, et puis commence à respirer à partir de ta bouteille, vous pouvez monter les deux vers l'atmosphère. Ben, tu sais, un des trucs qu'on t'apprend en plongée, c'est qu'il faut faire gaffe aux plongeurs qui soudain se retrouvent privés d'air. Parce que même la petite nana d'1m60, très gentille, très sympa, etc., qui aime tout le monde, si elle est à 15 mètres ou à 20 mètres de profondeur, et que son premier étage, par exemple, gèle, et qu'il n'y a plus d'air qui arrive dans la bouche, je peux te dire, elle se transforme en monstre. Elle est capable de t'arracher ton premier étage qui est dans ta bouche à toi, et te noyer. Elle est capable de te noyer, de te remplir d'eau, pour qu'elle puisse survivre. Ça signifie que cette nana toute gentille, toute sympa, elle est à 2 secondes de tuer son meilleur ami pour lui prendre de l'air. D'accord? Si tu veux. Est-ce que ça te suffit comme réponse? Tu comprends? Mais je ne pense pas que creuser là-dedans puisse t'aider. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vas mener la réflexion? Je suis dans un avion, il s'écrase, je survis, nous sommes dans les Andes, je me retrouve avec un cadavre, est-ce que je vais commencer à le manger? Comment je vais le préparer? Comment je vais l'épicer? Comment je vais le découper? Est-ce que tu penses que cette réflexion-là est constructive pour toi? Est-ce qu'elle va aider à ton intégration? Est-ce qu'elle va aider à ton ajustement? Est-ce qu'elle va te donner une vision constructive et positive et honorable de l'avenir, de ton avenir? Tu comprends? C'est ça ce que je cherche à dire, c'est tout depuis le début. D'accord? Donc, ces questions, il faut faire gaffe. Il faut surtout faire gaffe à ces questions-là parce que ce qu'il faut faire gaffe, je pense que le monde s'écroule ou s'écroule pas, il ne faut pas se retrouver avec ton monde intérieur qui s'est écroulé. Il ne faut pas te casser de l'intérieur pour une potentialité dont nous ne savons pas aujourd'hui si elle va se réaliser ou pas. Et si tu as peur des potentialités qui se réalisent, moi je t'invite à prendre des cours de secourisme, je t'invite à apprendre des techniques qui te permettront de sauver quelqu'un, d'apprendre ce que c'est qu'une manœuvre de Heimlich pour essayer de sauver quelqu'un qui étouffe en face de toi, d'essayer d'apprendre comment, je ne sais pas, comment sauver quelqu'un qui est en train, qui a fait un arrêt cardiaque, comment sauver quelqu'un qui est en train de pisser le sang, comment. Tu comprends? Qui sont des réalités beaucoup plus tangibles, beaucoup plus probables dans une vie humaine, sur l'échelle d'une vie humaine, que toi assis sur un tas de riz, quelqu'un qui veut venir te le prendre, et puis toi qui le vise avec un fusil calibre 12 et puis qui l'éclate. Je pense qu'il faut savoir raison garder et bien aligner ses priorités. Ça ne sert à rien de penser sur la situation qui a une chance sur 100 milliards d'arriver, si la situation qui a une chance sur 5 d'arriver au cours d'une vie humaine, tu ne pourras pas la gérer. Voilà ce que je cherche à dire. Et je n'ai même pas été dans d'autres zones. Hein. Est-ce que tu es capable de survivre si ton entreprise ferme aujourd'hui? Tu comprends? Des choses comme ça. Ça, c'est de la survie également. C'est ça, un bon CV, c'est de la survie. Un diplôme, c'est de la survie. Une technique, quelque chose que tu maîtrises, c'est une survie. Ça ne sert à rien de rester dans le noir en train de spéculer sur combien de personnes tu pourrais flinguer pour un sac de riz. Voilà mon ami, désolé pour des fois l'emportement dans cette vidéo. Je ne suis pas emporté du tout, juste l'air comme ça. Je vous souhaite tout de bon, je vous souhaite un bon week-end et puis je reviens une autre fois.